19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier Time Sport de la semaine sur Beurre FM 19h, 20h, la quotidienne sport avec une équipe en place, une équipe d'expérience que j'ai ce soir, Bilal Nelman, qu'on salue, qui malheureusement n'a pu être disponible. Donc là, j'ai la lourde tâche de le remplacer. On va essayer de faire au mieux. Voilà, on est en place et avec mes consultants qui sont là ce soir. Juan José Dorado est avec moi. Oui, pourquoi tu m'as regardé quand tu as parlé d'équipe d'expérience? C'est à cause de mes cheveux blonds, c'est ça? Non. Ah, d'accord. Non, c'est parce que tu as une expérience longéline je voulais savoir. Dans les médias. Attends, j'étais encore à l'école que tu étais déjà sur les terrains, toi. Ah oui, c'est important de le souligner. Ouais. Walid est avec nous. Comment ça va, Walid? Ça va très bien, coach. Ah, on est content d'être là. Hein. On embrasse Bilal, le meilleur animateur du monde, bien sûr. C'est le meilleur du monde. C'est le meilleur du monde. Avec masque. Moi, je suis le meilleur de ma chambre et lui, c'est le meilleur du monde. On l'embrasse, bien sûr. On espère avoir Alisson. On sait que c'est extrêmement compliqué en termes d'embouteillage. Et puis, on a Mourad qui va nous rejoindre aussi, qui a été brillant durant cette semaine, qui remplace notamment Kamel Aïtkera, qu'on salue. On fait la bise à tout le monde, ainsi que tous les autres consultants. Au menu de ce Thème Sport, le ras-le-bol. On parlera notamment de la défaite du Paris Saint-Germain et puis Tourelle qui annonce Florenzi qui a signé en fin d'après-midi. Après mais vrai avec Jean-Michel Aulas et Noël Le Graët. Voilà, on trouve ça l'élection de Vincent Labrune un petit peu bizarre, on y revient. Giroud à la Juve, oui, pourquoi pas, aux côtés de Cristiano Ronaldo et de Dybala. On en parlera notamment avec Juan José qui déjà il fait grise mine. Et puis le duel, bien sûr, Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. On a beaucoup de questions avant ce choc assez particulier en situation de Covid, sans oublier le tennis, Serena Williams notamment qui échoue une nouvelle fois dans la quête du 24e Grand Chelem. Et puis on parlera aussi sans oublier la Liga, voilà, qui démarre ce week-end avec Juan José. Et puis notre invité, voilà, c'est Toto Bellozzo. Comment ça va? Ça va bien, merci de me recevoir. C'est un grand plaisir de te recevoir parmi nous. Et puis on termine avec Mourad qui vient d'arriver. Ça va très bien et toi? Comment vas-tu? Écoute, impeccable. Merci de me recevoir encore une fois, c'est toujours un plaisir. Tu auras fait toutes tes émissions en mon compagnie. Ça, c'est pas trop... Exactement. Ça va? Non, c'est un plaisir, bien au contraire. Ça va alors. On enchaîne avec le ras-le-bol. Time Sport, le ras-le-bol. Eh oui, le Paris Saint-Germain pour son entrée en lice en Ligue 1, un PSG bis qui s'incline à Lens, à Bollaert. Est-ce que l'excuse des absents est-elle suffisante? Mourad? Je pense que l'excuse des absences, elle est insuffisante, puisque quand on parle d'une écurie comme le PSG, on s'attend à ce qu'il y ait au moins une équipe réserve, on va dire compétitive, qui puisse faire au moins faire bonne figure face au Racing Club de Lens, et ça n'a pas été le cas. Moi, j'attendais justement, compte tenu de la taille de l'effectif du PSG, j'attendais que des joueurs comme Sarabia seraient présents, justement, ce qui n'a pas été le cas. Donc du coup, je pense que pour la taille de l'effectif du PSG, les absences sont clairement pas une excuse. Alors, effectivement, c'est pas une excuse. C'est vrai que le fait de ne pas avoir Neymar, Mbappé, Ander Herrera, Marquinhos, Icardi, etc., Di Maria, ça fait quand même beaucoup pour n'importe quelle équipe. Mais tu as tout à fait raison. Quand on arrive en finale de la Champions League, on est obligé d'avoir un bon touche qui soit performant. Et être performant quand on met un jeune Polonais, Bulka, qui fait une erreur grave et qui a à peine 20 ans, on peut se poser des questions effectivement sur ce PSG qui est peut-être pour certains joueurs encore en vacances, mais attention quand même, honneur à Lens qui a su profiter pour ce premier match lors de son retour en première division française, justement de cette belle victoire, même si le match en soi n'était pas très intéressant. Walid? De toute façon, faut pas s'étonner parce que le PSG est en phase de reconstruction. Florenzi, je pense que ça fait un bon moment qu'on cherche ce fameux ailier défenseur droit. Et en sachant que le joueur, il est en quête de stabilité, prêté à Valence par l'AS Roma, il va vouloir prouver. Et je pense que cette motivation va faire qu'il va faire sa place au PSG. Je pense que tu vas un peu trop vite en besogne en parlant de Florenzi. Je pense que là, on cherchait simplement, compte tenu de la profondeur de l'effectif, une équipe qui fasse bonne figure face au Racing Club de Lens. On attendait pourquoi pas un Dagba
titulaire et non pas un Kurzawa à droite. On comptait sur des joueurs qui ont quand même été des piliers sur la durée. Même en rentrant, je pense à Sarabia, je pense il y avait des Herrera qui sont des joueurs d'expérience, etc. Et aussi, ne pas négliger le Racing Club de Lens. C'est pas une petite équipe. Ils étaient à Bollaert, à domicile. Même si il y avait une limitation de supporters, ils étaient 5000. On sentait que le deuxième homme était présent. Il y a de bons joueurs. Je pense à Ganogo qui avait quand même, l'international camerounais qui avait quand même 3 matchs, 3 buts. Exactement. Qui fait un début de saison tonitruant. Paris Saint-Germain, 100% de réussite. Mais il était sur une bonne période aussi à l'OGC Nice, et je pense qu'il n'avait pas eu sa chance avec Patrick Vieira parce qu'il était barré par Dolberg, etc. Mais le Racing Club de Lens à domicile, c'est quelque chose. Après, on peut toujours légitimer le fait qu'il y avait des jeunes joueurs comme Kais Ruiz, comme Kalimwengo, etc. qui étaient présents sur le terrain. Mais bon, voilà, je pense que le talent ne justifie pas tout. Réaction, Toto Beluzzo. Il y avait Ressé aussi. Hein. Oui, Ressé. Il a joué 15 minutes après. C'est vrai qu'il a fait son grand retour. Une année. Standing ovation de Bollaert pour Ressé. Notre ami Ressé. Toto, l'effectif pour toi du Paris Saint-Germain est trop juste? Trop juste, ce serait un peu difficile de dire ça. Maintenant, on a un Paris Saint-Germain qui redescend un petit peu de son nuage de la Champions League. Hein, on va continuer à l'appeler comme ça, la Champions League. Mais quoi qu'il arrive, c'était une équipe qui était grandement déséquilibrée par l'absence. On n'avait pas une ou deux absences. Il y avait quand même une très grande partie de l'effectif titulaire habituel qui était pas là. Et ça a forcément déséquilibré l'effectif parisien. Maintenant, si on regarde d'un point de vue purement statistique, le Paris Saint-Germain n'est pas spécialement passé à côté de son match. On est sur 80% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain. On est sur 900 passes, donc 90% de passes réussies. Ça, c'est du Barça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il garde la balle, mais il ne marque pas. Si on prend sur une grille de lecture vraiment purement statistique, possession de balle. Le Paris Saint-Germain n'est pas passé à côté. Ouais, non, je suis d'accord, mais après, moi, il y a le revers de la médaille vis-à-vis de cette statistique, c'est le 1 tir cadré aussi qui m'a assez surpris. Pour 80% de possession de balle, 1 tir cadré, je pense que ce qui a été symptomatique, c'est peut-être le manque d'expérience devant. Et ça a été dommage. Donc ça, je pense que Tuchel doit travailler là-dessus, justement. Alison qui vient de nous rejoindre. Comment ça va, Alison? Bonsoir, ça va et toi, Claude? Impeccable. Lens Paris Saint-Germain hier soir. C'est décevant pour une entrée en matière du Paris Saint-Germain. Il y a 3 semaines à peu près, ils étaient encore en finale de cette fameuse Champions League. Donc on n'a vraiment pas l'impression que ce soit la même équipe. Alors oui, il y avait beaucoup de cadres qui manquaient, me dira-t-on, mais quand on prétend être un grand d'Europe, quand on se veut être sur le devant de la scène, on doit pouvoir avoir une profondeur de banc. Et là, malheureusement, on a vu qu'il n'y avait pas de profondeur de banc. Et au-delà de ça, Tuchel, on a l'impression d'être dans un jour sans fin. C'est un éternel recommencement. Il nous fait des choix un peu hasardeux. Il nous met Kurzawa sur la droite, alors que je parlais de la profondeur de banc, mais pour le coup là, on avait le choix. On aurait pu mettre Dagba. Oui, quel message on envoie vis-à-vis de ces jeunes. Exactement, le glisser à gauche. On a des déceptions. On parlait de l'absence des cadres, mais il y en avait quand même 2-3 sur le terrain. Faut pas l'oublier. Sarabia, fantomatique, transparent, comme d'habitude. Pourtant, c'est un nom, mais il n'y arrive pas. Verratti, égalé lui-même. Il a été bon pour ce match. Heureusement qu'il était là pour sauver les meubles, entre guillemets. C'est un PSG pas inquiétant, parce que c'est le premier match, c'est l'entrée en matière, donc faut quand même lever le pied, mais c'est un PSG décevant du moins. Et à leur décharge, ils ont eu une reprise tronquée aussi. Le Paris Saint-Germain, il y a eu, comme le disait Toto, il fallait qu'ils redescendent de leur nuage de la Ligue des Champions. Donc il y a le calendrier aussi qui joue pas en leur faveur. Le match a été décalé, sachant que c'est leur entrée en matière. Donc il y a beaucoup d'éléments, quand même, beaucoup de vent contraire contre le Paris Saint-Germain. Après, c'est une défaite, mais il faut pas oublier que le Racing Club de Lens a un gros projet, même depuis la montée en Ligue 1. Et moi, je pense qu'il faudra faire vraiment très attention à cette équipe cette année, parce que ça pourrait être un concurrent pour le titre. T'es en train de nous dire que le RC Lens t'a impressionné, toi, hier soir? Non, mais parce que je sais que depuis la Ligue 2, ils ont un vrai projet derrière qui s'étendait plus loin que champion de Ligue 2. Donc voilà, donc je pense qu'il faut leur donner leur chance et qu'ils peuvent faire une très très bonne saison. Peut-être pas premier. Qui est largement au-dessus. Oui, mais encore une fois, ça reste quand même au bout d'un moment, les joueurs, quand tu les connais pas, il faut apprendre à les connaître. Et
y en a peut-être qui seront façonnés par cette Ligue 1, je sais pas. Non, mais Juan José, réaction. À vous écouter, à justifier cette défaite du Paris Saint-Germain, je vais vraiment pleurer sur ce pauvre Paris Saint-Germain qui n'a pas su gagner ce match à huis clos pratiquement. Non, mais écoutez, encore une fois, il faut un bon touche conséquent. Ils l'ont pas eu. Il n'a pas fait jouer peut-être tous les joueurs qu'il aurait fallu faire jouer. Il y avait aussi ceux qui sont malades. Tout à fait d'accord, mais quand on prétend être le Paris Saint-Germain, quand on prétend être en finale de la Champions League, de la gagner, on doit gérer tout ça. Justement, on ne peut pas trouver des justifications à tout ça. J'ai une question de Mathilde qui nous écoute. Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle le PSG n'a peut-être pas su gagner la Ligue des Champions ? Non. On peut pas le dire. Sur la Ligue des Champions, il y avait l'effectif quasi complet. Quand on voit par exemple les remplacements qu'il y a eu, notamment c'est parce qu'il y avait le Bayern, Draxler, et que de l'autre côté t'as Perisic et Coutinho. C'est parce qu'on avait le Bayern de Munich au-dessus. Voilà. C'est pour ça qu'ils n'ont pas gagné. Donc c'était pas Lens. C'était un rouleau compresseur, le Bayern en face, et le contexte est totalement différent. Toto, réaction. Clairement, là, on est sur la reprise d'un championnat avec un promu qui est pas non plus un inconnu du championnat. Faux promu, hein. Voilà. Le RC Lens, c'est quand même une grande maison du football en France, si ce n'est d'un point de vue identitaire, identité de club, c'est peut-être un des clubs les plus ancrés dans la Ligue 1. Et il faut savoir qu'historiquement, si on regarde sur on va dire l'historique du Paris Saint-Germain contre Lens, Lens a l'avantage. Lens a gagné plus de matchs que le Paris Saint-Germain a gagné contre Lens. Donc finalement, on est sur cette dynamique-là. Si on reprend l'histoire avec un grand H, le RC Lens n'a pas à rougir justement de cette victoire, même contre une équipe B ou diminuée du Paris Saint-Germain, ça c'est sûr. Mais à la décharge du Paris Saint-Germain, quand même, Mourad l'a évoqué très brièvement, mais à balayer le sujet, il y a énormément d'éléments extérieurs qui jouent en leur défaveur quand même. La LFP qui aide pas, qui certes reporte le match, mais après fait quand même jouer. Quand on voit dans les championnats en Espagne, il y a 2 journées qui ont été reportées. En Angleterre, il y a une journée qui a été remportée due aux événements de ces derniers temps. On aurait pu aussi attendre un petit peu et reporter le match pour le Paris Saint-Germain, que les joueurs aient un peu de repos après cette finale de Ligue des Champions et beaucoup d'autres choses. On voit par exemple que en sélection allemande, les joueurs du Bayern n'ont pas été appelés. Kylian Mbappé, qui était déjà sur un pied, a été appelé en équipe de France. Enfin, il y a énormément de petits éléments comme ça qui font que ça tire un peu sur la corde. Par contre, ce que j'attends voir, au-delà de cette défaite, c'est comment il va gérer l'effectif. C'est-à-dire, va-t-il garder, je dis c'est ça en m'émoquant un peu, mais va-t-il garder dans l'effectif Jessé? Il a fait jouer 15 minutes. Va-t-il garder va-t-il garder les jeunes Xavi Simons dans l'effectif pro et va commencer à lui donner des minutes? Il a fait jouer Ruiz Atil hier, qui vient aussi du Barça. Est-ce qu'il va toucher dans sa gestion du vestiaire et du collectif? Va-t-il garder justement ces jeunes-là et des joueurs qui étaient depuis un an hors du club, comme Jessé, et qui a joué encore hier 15 minutes. Un mot sur Florenzi, qui a signé au Paris Saint-Germain en fin de journée. Florenzi. Qui veut réagir? Mourad. Florenzi, c'est un pur produit de l'AS Roma. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup à l'époque. C'était à l'époque, même par les fans de la Roma, il avait été désigné un peu comme par les fans. Quelques femmes. Si t'es intéressé, je te laisse discuter avec lui sur les réseaux sociaux. Ça va, merci. Du coup, il avait été même désigné comme digne successeur de Francesco Totti, puisque c'est un pur produit romain. Ensuite, il n'a pas été épargné par les blessures à la Roma, etc. Moi, je vois en Florenzi un genre de pari à la Bernat. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui était promu à une belle carrière et ensuite qui a été freiné par les blessures, à qui on veut redonner une seconde chance et qui pourrait éventuellement la saisir. D'autant plus qu'on se rappelle pas, mais Bernat, quand il arrive du côté du PSG, il était même pas titulaire indiscutable du côté de l'Allemagne, du côté du Bayern, il n'était pas titulaire. Donc effectivement, je crois qu'il a une chance. C'est quand même un joueur d'expérience, et donc peut-être que ça va marcher mieux qu'avec Meunier à l'époque. Faut pas l'oublier, il est titulaire à droite. Il a la confiance de Roberto Mancini. Là, on lui propose, il y a une offre d'emploi qui arrive dans sa boîte mail. Je pense que c'est la meilleure du monde. On lui propose de signer à Paris, dans la plus belle ville du monde. Il va rejoindre son compère Verratti. C'est une belle arrivée. Donc pour lui, tout va bien. Ouais. Pour lui, tout va bien.
C'est un bosseur, et ça c'est important. Et puis l'apport de l'expérience, 300 matchs avec la Roma quand même. Exactement. Non, mais c'est un joueur avec l'expérience qui arrive dans la capitale. C'était le chouchou des fans aussi à l'époque. Hein. C'est pas n'importe qui, Florenzi. Hein. Voilà, bon, on y verra, on verra en tout cas ce que apportera Florenzi. Petite page de pub, on se retrouve juste après sur Time Sport pour Beurre FM. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman. C'est pas Bilal, c'est Claude Tollet, on est de retour sur Time Sport, Beurre FM, 19h-20h, la quotidienne, dédicace à l'équipe féminine de Viroflay qui s'est qualifiée pour le deuxième tour de la Coupe de France qui a lieu demain. Eh oui, sur tapis vert contre Saint-Leu, donc notamment Annabelle, Brenna, Marion, Hélène, Andra, Daphné, Mathilde, Neila et le dirigeant Rémi Grigorian. Donc félicitations à vous. Voilà. Elles sont à l'écoute, en direct, et voilà, elles sont qualifiées pour le deuxième tour de la Coupe de France. Mais tu nous as pas dit, elles sont qualifiées de quelle manière? De la Coupe de France. Écoute, Saint-Leu n'avait pas présenté d'équipe, donc on assure en début de semaine que Saint-Leu était forfait. Mais c'est partie du jeu, Mourad, ou pas? Félicitations, ça fait partie du jeu, mais la prochaine fois, faudra jouer. Je pense que si tu demandes à un fan du PSG de gagner la finale de la Ligue des Champions sur tapis vert, ils sont preneurs aussi. Même sur un pied, les mini-points seront. Hein. J'ai envie de vous dire que, écoutez, on prend et donc elles vont effectuer leur deuxième match, deuxième tour, samedi prochain, mais on ne connaît pas encore l'adversaire. Bonne chance. Voilà. On enchaîne avec notre invité Toto Bellozzo. Time Sport. Eh oui, consultant sport, réalisateur du documentaire sur Raymond Kopa. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, je vais vous en dire déjà un peu plus sur moi. Toto Bellozzo, alors c'est un nom d'emprunt, c'est mon nom sur les réseaux sociaux. Moi, je m'appelle Farid Bouadla depuis toujours. Hein, et Toto Bellozzo depuis quelques années. Mais bon, bref, c'est pas ça l'important. On aime bien mettre les gens dans des cases, on aime bien se définir, mettre des mots sur des définitions. Moi, je me définis pas spécialement sur consultant ou journaliste. Je suis voilà, on pourrait me définir comme ça, mais moi je me définis personnellement comme un passionné qui se donne les moyens de vivre sa passion. Voilà, au travers de toute forme d'expression médiatique, audiovisuelle, écrit et ainsi de suite. C'est bien, tu t'es intéressé par vraiment tout ce qui concerne l'histoire du football quand même. La culture du foot, la culture, c'est important. Je suis un amoureux de la culture du foot. Déjà premièrement, enfin surtout parce que on a une grosse carence de culture. Je trouve que la culture foot en France, c'est pas ce qui prime. Contrairement peut-être, je pense que notre ami sur le plateau peut témoigner qu'en Espagne, Juan José, c'est autre chose. Peut témoigner qu'en Espagne, la culture football est beaucoup plus présente qu'en France. C'est-à-dire que ici, le football en France est imbriqué dans l'économie et pas dans la culture, dans la vie. Alors qu'on va dans un pays comme l'Espagne, par exemple, comme l'Angleterre, comme l'Angleterre, comme les pays d'Amérique du Sud, le football est intégré dans la culture des gens. C'est une façon de vivre. Voilà, Et qu'est-ce qui fait que ça soit si différent justement, Toto et les autres en France? C'est l'approche qu'on a. Moi, je vois de plus en plus, les jeunes et les moins jeunes aiment le foot, mais pas pour les bonnes raisons. On aime le foot pour quelle raison? Pour ce que le foot peut nous apporter socialement. Clairement. Mourad, réaction. T'as joué toi un petit peu, Alisson? T'as joué aussi? Oui, effectivement. Non, j'ai l'impression que c'est même beaucoup plus, c'est beaucoup moins ancré sociétalement en France que dans des pays comme l'Espagne ou des pays comme l'Angleterre où même au sein de certaines familles, on peut retrouver deux frères, par exemple, qui supportent deux clubs différents, mais parce que pour des raisons historiques, parce que la grand-mère supportait Arsenal et le grand-père Tottenham, la tradition se perpétue. Donc on est vraiment dans une transmission en fait. Des valeurs en fait autour du football dans des pays comme ça. Après en France, il est vrai que on est beaucoup sur la réussite, on est beaucoup sur certains modèles comme Kylian Mbappé, tout en que je loue aussi. Hein, c'est des modèles aussi intéressants, des modèles d'émancipation sociale, etc. Mais on en oublie les valeurs et quand on parle de valeurs, on parle aussi, pour rejoindre le documentaire de Toto Bellozzo, on parle d'histoire aussi. Donc l'histoire aussi, il faut connaître son histoire pour savoir en fait d'où viennent nos passions et jusqu'où peuvent aller nos passions. Et je pense que c'est là que c'est important. Raymond Kopa, c'est même sociétalement, quand on veut creuser, c'est même l'histoire de l'immigration française. Aujourd'hui, voilà, l'immigration française, on peut en parler et le football est très lié en fait à la banlieue, etc. Donc ouais, c'est intéressant. Justement, ce documentaire sur Raymond Kopa. Ce documentaire, il fait suite à un projet que j'avais monté qui s'appelait bibliofoot.fr, toujours dans cette démarche de vouloir
distiller un petit peu la culture du football au plus grand nombre. C'était un site internet qui visait à mettre en lumière toute la littérature footballistique française et étrangère, pourquoi pas. Et donc justement, j'avais mis en place ce projet. Et j'ai donc été amené à rencontrer 2 fois Raymond Kopa chez lui. Donc une première fois, on a fait une interview vidéo. Et la deuxième fois, c'était une interview qui devait se faire dans le cadre de son livre, vraiment particulièrement du livre sur la vie de Kopa. Et elle n'a pas pu se faire parce qu'il était quasiment mourant. Enfin, il était sur les derniers jours de sa vie. Ce qui fait que j'ai été vraiment le dernier à l'avoir rencontré de son vivant. J'ai gardé des liens forts avec sa famille, donc avec son épouse et ses filles. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rendre hommage à ce... Justement, on parle d'histoire. Qui était Raymond Kopa pour les jeunes qui nous écoutent? Alors Raymond Kopa, c'est le premier ballon d'or français. C'est le 3e ballon d'or de l'histoire. Il l'a reçu en 1958 et je ne vais pas dire il fait partie, il est le premier grand joueur français à avoir fait exister la France sur le plan international. Parce que avant Kopa, parce que Kopa a commencé à briller avec le Stade de Reims, qui est le premier club français à avoir disputé une finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, la première finale de Ligue des Champions en 1956 contre le grand Real Madrid déjà de l'époque. Et donc Raymond Kopa a contribué à faire exister la France qui, avant Kopa, avant 56, la France, d'un point de vue footballistique, n'existait quasiment pas. Et grâce à Kopa, finalement, c'est celui qui a ouvert la voie du football français sur les rails sur lesquels elle est encore aujourd'hui. Notamment génération dorée de l'équipe de France en 58 qui atteint les demi-finales. Exactement. Face au Brésil. Perdu contre le Brésil. De Pelé, 17 ans. Exactement. À peine. Ouais, à peine. Et c'est vraiment parce qu'on est tombé sur un cadre comme celui-là que l'équipe de France s'est pas passée en finale. Donc on a découvert une grande équipe de France et on a découvert un monument du football international qui était Pelé aussi à cette époque-là. Ce qui n'a pas empêché justement la même année, enfin sur cette Coupe du Monde, que Raymond Kopa reçoive le trophée du meilleur joueur du tournoi. Juste Fontaine, qui a décroché le record du 13 buts, du meilleur buteur qui tient encore aujourd'hui, avec 13 réalisations. Et dans un second temps, Raymond Kopa reçoit le Ballon d'Or la même année. Mais bon, c'est un peu particulier parce qu'on était encore sur une version qui ne récompensait que les joueurs européens. Jusqu'à 95. Et Georges Weah. Georges Weah, exactement. Oui. Exactement, et qui a ouvert l'accession au Ballon d'Or à tous les joueurs sud-américains, et ainsi de suite. C'est d'ailleurs pour ça que Diego Armando Maradona n'en a pas eu. Il en a eu un, mais c'était une gratification honorifique. Mais il n'a pas reçu réellement de Ballon d'Or. Kopa qui est en plus quand même un joueur qui est aimé un peu partout, particulièrement en Espagne, effectivement. Entre 56 et 59, il était au Real Madrid. Donc il a été parmi ces joueurs qui ont fait le grand Real Madrid, celui qui a été capable de gagner 6 coupes d'Europe d'affilée. Et lui, il était le premier grand joueur français, effectivement, dans cet effectif du Real Madrid. Et si le Real Madrid aujourd'hui est à la recherche de la 14e, c'est parce que entre 56 et 59, dans ce fil, il y avait vraiment le poids de l'histoire, c'est important dans le football. Oui, on peut même dire que c'est le premier galactique, en fait, aussi à rejoindre le Real Madrid, le Napoléon du football français, tel qu'on aime l'appeler, je pense, il me semble. Il y a Walid qui vous écoute, il découvre, là il apprend. Il est en train de prendre note là. C'est vrai que pour quelqu'un un peu entre guillemets qui n'a pas cette expérience, c'est bien. C'est bien de. Justement, c'est le but. Ce point, ouais. Mais je savais que le Real Madrid avait gagné 5 fois de suite la Coupe des Champions. Parce que pour certains clubs, le football n'existe que depuis 98. Donc bon. Et encore. Depuis 2011. Quand vous parliez d'importance du foot dans certaines cultures, l'espagnol entre autres, mais c'est parce que vous regardez le championnat espagnol aujourd'hui et dans les 10 prochaines années, pas mal d'équipes en première division vont être centenaires. Il y a quelques-uns qui sont centenaires, mais dans les 10 prochaines années, puisque beaucoup des clubs sont nés autour de 1920, pour beaucoup d'entre eux, premier championnat espagnol c'est en 1923, la première Liga. Donc il y a cette culture qui manque en fait effectivement en France, hormis quelques petites exceptions. C'est que dans des pays comme l'Espagne, ça fait l'Angleterre, ça fait plus d'une centaine d'années que le football est très présent dans la société. Alison, pour terminer. Toto,
Tu nous as fait découvrir un peu, pour ceux qui le connaissaient pas, le joueur. Tu nous en as parlé. Tu l'as côtoyé. Tu viens de dire dans ces derniers instants. Qu'est-ce que tu peux retenir, toi personnellement, et qu'est-ce que tu peux nous faire partager de l'homme? Alors, l'homme, c'est une personne assez incroyable, parce qu'il a autant de simplicité que de stature, de grandeur. C'est-à-dire qu'on a vraiment affaire à quelqu'un, on sent qu'il a un vrai vécu. Il faut savoir qu'il était mineur. Il était mineur de fond à l'âge de 14 ans. Il a été même mutilé dans la mine. C'est un peu ça qui l'a fait sortir de la mine. Et ce qui ressort de Raymond Kopa, c'est un parcours, le parcours d'un homme qui s'est laissé toujours en tête. Moi, j'ai une phrase qui m'a dit, qui m'est restée et qui me reste encore. Il m'a dit, j'avais des qualités, et c'est ce qui a fait que ces qualités ont attiré vers moi des gens de qualité. Et ça m'a permis de sortir de ma condition, et ça m'a permis, avec le talent qu'il avait, avec l'envie qu'il avait, avec les valeurs qu'il avait, de pouvoir écrire le destin qui s'est écrit aujourd'hui. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est un honneur de pouvoir faire ce documentaire. Juste pour terminer, pour rattraper ce que disait Vas-y, Toto. en français, c'est que j'ai été invité 2 fois par le Real Madrid dans le cadre de ce documentaire, pour interviewer notamment Emilio Butragueño, qui est intervenu dans le documentaire, qui est le vice-président du club. Je peux vous assurer, il a passé que 3 ans là-bas dans les années 50. Sa mémoire est encore très très présente. Ils ont encore un très très grand respect pour Raymond Kopa. C'est incroyable de voir comment, même à l'étranger et surtout en Espagne, on respecte ces joueurs. Juan José. Et tu as tout à fait raison. Et ligne de preuve, c'est que Paco Gento, qui était l'un des grands joueurs aussi de cette équipe du Real Madrid, a été président d'honneur du Real Madrid jusqu'à très peu, parce qu'il est décédé. Alfredo Di Stéfano a été le président d'honneur du Real Madrid, et vous l'avez il était toujours présent dans toutes les présentations des joueurs, etc. C'est leur base d'histoire. Voilà, donc systématiquement, il y a un rattachement à l'histoire du club. C'est ça qui fait aussi l'amour du club. Et pour Kopa, ce qui reste à faire, peut-être, mais maintenant qu'il est décédé depuis quelques années, c'est justement de reconnaître quelle était la vraie valeur de ce joueur, qui a promu le football français, le premier dans les grands clubs. Je pense qu'on n'a jamais, même en France, reconnu la valeur et tout ce qu'il a apporté au football. Pour rebondir un peu sur ce que disaient Toto et Juan José par rapport à la culture footballistique en France, moi ce que je trouve dommage, c'est que des clubs comme le Stade de Reims, parce que avant d'être au Real Madrid, il était au Stade de Reims, on a l'impression que le football français a tourné le dos, ou est-ce que c'est ces clubs, a tourné le dos à ce type de club. Non, quand même, il a sa place au Stade de Reims. Ils ont érigé une statue. Je parle pas du Stade de Reims, mais je parle justement de l'engouement peut-être des habitants en Champagne-Ardenne, dans le football en fait, et la reconnaissance. Je peux, pour l'avoir vécu et pour avoir côtoyé le président Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims, le Stade de Reims fait quand même pas mal d'efforts pour faire vivre Raymond Kopa. Il y a même une petite guéguerre entre Angers et Reims, parce que le premier club professionnel de Kopa, sur la reconnaissance de Angers. Kopa, ouais. Ils se battent un petit peu pour s'approprier un peu le personnage. Alison, alors vraiment pour terminer, on pourrait faire une émission de 4 heures là. Oui, vraiment. Et juste pour ponctuer ce que vous disiez sur le manque de culture footballistique en France, et plus amplement manque de culture sportive. C'est une perdition, il n'y a pas un manque, on l'a vu dernièrement. En France, pour l'arrêt de la Ligue 1, on a traité le football juste comme du football. On n'a pas vu que le football c'était une économie, on n'a pas vu que le football c'était une entreprise qui avait des métiers, etc., etc. On a traité le foot juste comme du foot. C'est 11 hommes qui s'arrêtent de jouer, c'est des milliardaires. Rentrez chez vous, de toute façon vous allez être payés. On n'a pas vu tout ce qu'il y avait derrière. Alors qu'ailleurs, en Angleterre, en Allemagne, entre autres, on a pris le sport dans sa globalité. On a pris le football dans sa globalité et on a pesé le pour et le contre. Donc voilà, c'était tout simplement pour ponctuer malheureusement le manque de culture sportive en France. Dernière question, Toto, à quand la sortie justement de ce documentaire? Alors, grande question, je suis en train de finaliser. Il faut savoir que je fais tout en indépendant. Il y a un gros casting, il y a un casting qui est assez intéressant. Donc Emilio Butragueño, Emilio Santamaria, qui était l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Espagne et coéquipier de Kopa à Madrid, Jean-Pierre Papin, Jean-Michel Larquet, Jean-Pierre Caillot, Gervais Martel, Gérard Rouillet. Il y a énormément de monde dans ce documentaire. Maintenant, le bas qui blesse, c'est les finances. Donc là, je suis en recherche de financement pour pouvoir, terminer la réalisation, payer les droits et le faire sortir. On verra bientôt. En tout cas, tu mériterais, vu quand même le potentiel de ce documentaire. C'est pas moi qui mériterais, c'est ce documentaire qui mériterait de sortir. Tu es là, tu es là pour en parler, tu es là quand même pour
Voilà. La mémoire de Copa mérite quand même qu'il y ait un support vidéo. Moi, j'invite à suivre Toto Bellozzo sur les réseaux sociaux. C'est gentil. Je le suis aussi depuis quelques semaines et je trouve son contenu intéressant. Et justement, dans le cadre de son projet, je pense qu'il faut foncer, aller le suivre et l'encourager. On passe à la victoire. Time Sport, la victoire. Giroud à la Juventus de Turin, le bon club pour rebondir aux côtés de Cristiano Ronaldo et Dybala. Vos réactions, Alison? Pourquoi pas? Moi j'aime bien Giroud, on lui tape souvent dessus. Alors oui, il n'a pas toutes les qualités, mais en tout cas, il fait le travail parfois quand on lui demande. C'est vrai. Donc pourquoi pas? Je demande à voir. Alors, je suis optimiste. Tu rigoles, Juan José. Il rigole déjà avant de donner son avis. Le Daily Mail ce matin nous disait qu'il reste en Angleterre, il partira pas du côté de la Juventus. Et ça, mais il y a une logique à qu'on entend son nom, tout simplement parce qu'aujourd'hui, Suarez n'a pas encore signé. Ça, c'est un peu compliqué parce que le salaire de Suarez est très important. La Juventus a lancé le nom de Giroud, a lancé le nom de Morata aussi, d'Afco. Donc aujourd'hui, je pense tout simplement que la priorité de la Juventus, c'est toujours Suarez, mais qu'effectivement, elle commence à filtrer un certain nombre de noms, parmi eux Giroud. Mais encore une fois, ce matin, la presse anglaise disait qu'il ne partirait pas du côté de l'Italie. Walid, Giroud à la Juve, pourquoi pas? Je n'ai pas trop parlé par rapport à Copa, mais là... On parle de Giroud, Walid. Non, mais là, c'est pour dire que là, je vais débiter. C'est ta génération, là. Hein. T'es bien, là, maintenant. Olivier, tu te retrouves. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont critiquer encore, mais encore une fois, si la Juventus pense à Giroud, c'est pas pour rien. Donc, c'est encore un attaquant qui performe. Malheureusement, il est passé par des clubs où ça s'est pas forcément bien passé, mais je pense que voilà, là, c'est le moment de retrouver un bon niveau et en équipe de France, il est toujours aussi bon. Donc, si Dybala lui met les ballons sur sa tête et qu'il a plus qu'à les pousser, ça va le faire. Il se sert pas que de sa tête, il est très technique. Hein. On se souvient de certains buts qu'il a mis en équipe de France. Voilà. Moi, l'arrivée d'Olivier Giroud à la Juve, éventuellement, ce serait pas une mauvaise chose. Je pense qu'il faut aussi recontextualiser la chose. Il y a eu le départ de Mandzukic, il y a eu le départ de Keane qui n'ont pas été remplacés. Ensuite, je suis tout de suite allé voir sur les réseaux pour voir quel allait être le statut de Gonzalo Higuaín. Et apparemment, on annonce aussi le départ de Gonzalo Higuaín vers la MLS. Oui. Donc, je pense que l'arrivée d'un profil à la Olivier Giroud qui est capable aussi de marquer, de jouer dos au but, de pouvoir libérer Cristiano Ronaldo et de pouvoir aussi permettre à Dybala de lui faire quelques passes décisives. Je pense que c'est un bon pari, sachant que le championnat italien et les coachs italiens sont pas, on va dire, contre le recrutement de profils d'un âge assez avancé. En témoigne Antonio Conte avec l'Inter de Milan, avec les profils qu'il recrute. Et ce que je veux dire par là, tout simplement, c'est que c'est le 3e ou 4e nom qui arrive. En fait, la priorité c'est Suarez. On a commencé à parler des Morata, des Seco, et là il y a Giroud qui apparaît. Donc Suarez, là, je pense que c'est la négociation et quelque part la Juventus lance comme ça des ballons d'essai, voir peut-être Giroud pourrait venir, etc. pour forcer la main aussi à un certain nombre de joueurs dans ses prétentions économiques. Non, bien sûr, c'est un profil qui intéresse. Mais je ne vois pas sincèrement en Giroud. Je pense que c'est juste un profil qui intéresse. Et là, par rapport à Suarez, c'est simplement le retournement de situation sur la décision de Messi. Et là, ça prouve que la Messi restera au FC Barcelone, et la condition pour que Messi reste au FC Barcelone, une des conditions, c'est que Suarez aussi y reste, donc c'est tout à fait normal, c'est simplement des dynamiques. Toto, pour terminer sur Giroud à la Juve. Écoute, moi je vois ça d'un bon œil. En tout cas, pour rejoindre ce qui a été dit juste avant, c'est que s'il vient à la Juve, ce sera très certainement pour jouer un peu dans le registre qu'avait Mandzukic, dos au but, jouer éventuellement pour ses coéquipiers à côté. Et je me pose la question, si Giroud vient à la Juve aux côtés de Cristiano, est-ce qu'il va remplacer un petit peu le rôle qu'avait Benzema, sans provocation? Je pense pas qu'il est là. Non, mais c'est avoir un attaquant qui joue pour Cristiano. Non. Une page de pub, on se retrouve juste après. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Claude Tollet qui remplace la lourde tâche de remplacer Bilal Nenman, que l'on salue, ainsi que toute l'équipe de Time Sport qui nous écoute. Un petit bonjour à notre réalisateur Nicolas, particulièrement efficace. Si là on t'entend un petit peu mieux. Ah oui, mais j'ai pas branché mon micro. Ah ben voilà. Alors, quel réalisateur. Tu sais, c'est comme lors des matchs, quand on entend les commentateurs dire ouais, quel joueur extraordinaire, et là à ce moment-là il rate une passe. Bah voilà, Nicolas a oublié de brancher son micro. Il est amoureux, je crois.
Non, il est amoureux. Il est efficace. Dédicace parce que j'ai été engueulé par mes joueuses Claire, Fanny, Lucille et Axel qui nous écoutent pour la dernière partie de Time Sport. C'est toujours celles qui font partie de la team tapis vert. C'est ça exactement, qui ont on gagne des matchs sans jouer, c'est comme ça, on prend ce qu'on peut. Et puis dédicace à une famille particulière, Kylian et le papa Zidane. Et ce sont des vrais noms. Ce sont des vrais prénoms. Je confirme, des vrais prénoms. Ce sont des fans de football aussi. C'est fou, quand même. Des grands supporters de la JS Kabylie et on les salue. Kylian et Zidane, quoi. C'est fou. Incroyable. Le duel. Time Sport. Le duel. À peine quelques semaines, voilà, après la reprise du championnat, on se retrouve déjà avec un Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Première grosse affiche de notre championnat. Est-ce trop tôt dans le calendrier? Non, pas du tout. C'est bien, ça tombe bien, parce que ça va peut-être permettre à l'OM de battre le PSG. Peut-être, c'est maintenant, parce que sinon c'est fini après. Sincèrement, quand tout le monde va revenir, c'est fini. Non, mais bon, c'est le hasard du calendrier et on aurait pu assister, si ça aurait été dans 2 mois, peut-être à un match beaucoup plus intéressant. Mais sincèrement, est-ce que vous êtes capable de dire quel type de match nous allons assister? Sincèrement, je ne sais pas. Juan José, est-ce que tu crois encore au hasard du calendrier? Je pense que c'est une vieille légende. Je suis un gros naïf, écoute. Je pense que c'est une vieille légende. Bon, pour la petite blague, je pense que c'est aussi le moment de lancer les abonnements pour Mediapro. Donc forcément, c'est une bonne chose pour le calendrier qu'un PSG-OM soit lancé aussitôt. Mais il y a aussi, je ne sais pas si vous avez suivi les réseaux sociaux, il y a aussi la déclaration de Neymar sur Twitter. Oui. Il dit que papa arrive. C'est une bonne chose pour la Ligue 1. Ils seront peut-être présents puisqu'ils ont été détectés, je pense, positifs au Covid-19 fin août. Donc le Classico n'a pas encore commencé, qu'on est déjà dans les starting blocks avec éventuellement des retours de grands joueurs comme Neymar. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude d'avoir les PSG-OM, notamment au mois d'octobre, novembre, et on se disait que justement l'ordinateur... Le Barça-Real, c'est le 25 octobre. Tu parlais du mois d'octobre, c'est le 25 octobre. Voilà. Le vrai hasard dans le calendrier, c'est toujours un business. Alison, trop tôt dans la saison PSG-OM ou... Jamais trop tôt, mais c'est dommage. On aurait aimé que les deux équipes soient un peu et un petit tour de chauffe, si je puis dire, que ça monte un petit peu plus, que la sauce monte un petit peu plus entre les deux équipes, deux équipes européennes l'année prochaine. Là, on aurait vu un OM qui aurait regardé un Paris droit dans les yeux, parce que non, mais Juan José ne fait pas. Mais tu as raison, je suis d'accord avec toi. Ça aurait été mieux peut-être dans quelques semaines. Exactement, parce que justement les deux vont aller jouer la Ligue des Champions. La sauce serait encore plus montée parce que on a le Paris Saint-Germain qui a perdu cette fameuse finale, et de l'autre côté on a les Phocéens qui ont bondi de joie et qui étaient tous pour le Bayern. Donc voilà, c'est dommage. Pour moi, j'aurais aimé que ce soit un peu plus tardivement pour que la sauce monte un peu plus, mais c'est pas grave, ça reste un classico. Et est-ce que ce match peut lancer la dynamique marseillaise, Walid? Peut-être, mais de toute façon, je sais pas pourquoi on reparle d'une rivalité, parce que je vois pas entre le PSG rivalité avec qui, parce que pour moi, à la limite, l'OL, ça peut être une rivalité, mais l'OM, ça fait bien longtemps que qu'ils sont plus des concurrents face au PSG. Alors, il y a une rivalité historique, c'est pour ça qu'il était béat tout à l'heure sur l'histoire. C'est sûr, mais même, vous savez quoi, juste un petit truc, si tous les attaquants du PSG étaient testés positifs au Covid, vous mettez tous les défenseurs et l'OM ne gagnerait pas. Donc, alors, la réaction de Walid est plutôt pertinente. C'est que souvent on entend, alors vu que le PSG est dans une autre galaxie, il n'y a plus de rivalité. Qu'est-ce que c'est qu'une rivalité réellement? Une rivalité, pour moi, elle a pas forcément lieu d'être sur un point de vue d'équilibre entre les deux équipes. C'est le propre d'un derby, c'est que très souvent un derby c'est déséquilibré. Je prends l'exemple de la Juventus avec Torino. Avec le Torino, le Toro. Et ce qui est beau et ce qui fait le charme d'un derby, c'est que l'issue est toujours improbable, même si les deux équipes sont déséquilibrées. Maintenant, on sait que le Paris Saint-Germain a la main mise sur le derby depuis maintenant longtemps, et que du côté de Marseille, on ne boudera pas une victoire, même si c'est une victoire en début de saison. Maintenant, évidemment, je pense que du côté de Marseille, je veux dire parce que je suis supporter de l'Olympique de Marseille, parce que j'ai connu le football dans les années 90 et c'était l'Olympique de Marseille qui était sur le devant de la scène à cette époque-là. Mais en tout cas, je pense réellement que quoi qu'il arrive, s'il y a une victoire de Marseille, ce ne sera pas une petite victoire. Enfin, du point de vue des supporters de l'OM, parce que ça fait tellement longtemps que c'est pas arrivé
on prendra quoi qu'il arrive. Exactement, on était habitué aussi à un éternel recommencement. Je pense que le derby qui soit lancé comme ça si tôt dans la saison, ça peut permettre, et l'OM qui est en position de force aussi par rapport à les blessures, par rapport aux blessures, par rapport aux absences, etc. Ça peut permettre à l'OM aussi de renverser la vapeur et de nous préparer à un match retour qui peut être aussi tonitruant. Donc je rebondis, Mourad. Je rebondis, Juan José. L'OM favori pour la première fois depuis Belle-Lurette je pense qu'ils ont vraiment une carte à jouer, mais il y a quand même un avantage à les jouer si tôt, c'est que peu importe le résultat, celui qui perdra ne va pas hypothéquer ses chances de faire un très beau championnat. Je pense que le traumatisme c'est trop tôt justement, donc on n'hypothèque pas ses chances. Si je peux rajouter une dernière chose, je pense que si l'OM perd face au PSG ce week-end, je pense que le traumatisme sera encore plus profond. Puisque là, c'est un PSG diminué en face. Il y a eu des déclarations aussi, je ne sais pas si vous avez suivi, de Dimitri Payet, qui doit être à la hauteur justement de ces déclarations. Il l'a fait la saison dernière face à l'Olympique Lyonnais, où il avait fait des déclarations sur Rudy Garcia. Donc à lui d'être au rendez-vous. Et j'espère pour eux qu'ils le seront. Quoi. Je crois qu'il y a une différence entre un derby et entre guillemets un classico. Je crois qu'un derby c'est plus OL Saint-Etienne à cause de la dans la dénomination. Un classico, c'est pas la même chose, je pense. Après, peut-être je me trompe, mais. Non, c'est vrai. Un derby, c'est deux clubs. Un derby, il peut être régional, il peut être régional ou dans la même ville. Exactement, il peut être aussi au niveau national. Donc, c'est aussi deux valeurs peut-être qui s'affrontent aussi. Donc. Mais est-ce que le Paris Saint-Germain peut se permettre de perdre 2 matchs d'affilée et encore plus de perdre le deuxième match contre l'OM? Ça va être très difficile d'envisager ça et que je pense que du côté de Marseille, c'est pas une chance. Neymar et Di Maria sont annoncés comme dans le groupe. Comme dans le groupe, oui. Donc, on peut quand même s'attendre à ce qu'ils soit qu'ils débutent la rencontre, soit les voir rentrer en jeu. Non, mais déjà, ça sera un game changer de toute façon. Du coup, ils sont partis du côté de. Il y a une semaine là, une semaine et demie. Après, la question c'est les 14 jours où ils ont été. Ils sortent de ces 14 jours. La question c'est est-ce que c'est pas trop risqué de les faire jouer face à l'OM? Je pense pas qu'ils puissent. Est-ce qu'ils sont prêts? Je pense que c'est la question. Ils n'auront qu'une séance d'entraînement. Est-ce qu'on sacrifie justement le derby face à l'OM ou est-ce qu'on préserve ses joueurs pour pouvoir aborder la saison tranquillement à partir de la semaine prochaine? En conférence de presse, en tout cas, Thomas Tuchel a déclaré qu'il ne prendrait pas de risque, que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue sanitaire. Alors c'est ce qu'il nous annonce tout le temps. C'est ce qu'il nous dit tout le temps, mais c'est pas ce qu'il fait. Après, vous savez aussi bien que est-ce moi que tu peux te permettre de mettre Bulka dans les buts face à l'OM? Il aura signé certainement Rico définitivement, et donc ça sera Rico. Rico aussi, ça a une prise de risque aussi pour un premier match face à l'OM, rentrer dans le bain comme ça. Oui, mais si tu n'as pas Navas, qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, dernière question les garçons. Navas peut-être de retour aussi. Pas de supporters, vraiment pas de vrai engouement dans les tribunes. Est-ce que ça ternit pas un petit peu ce classico? Non, question d'Axel. On s'habitue maintenant. Faut prendre le pli. Il faut s'habituer. On a eu la deuxième partie de la Ligue des Champions sans supporters, la fin des championnats sans supporters non plus. On aura probablement la moitié, voire peut-être même toute cette saison sans supporters. On s'habitue, on voit du foot. Et puis voilà, on a les sons d'ambiance et on s'en contente. Malheureusement. Dédicace à la grand-mère d'Axel. Voilà, elle nous écoute aussi. Voilà. Donc, comme quoi, là, on a tout le monde. On a Zizou, on a Mbappé, on a les féminines. On a eu Raymond Kopa, on a Zizou et Mbappé. C'est génial. La durée, là, c'est magnifique. Réponse dimanche soir pour le classique français Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Un petit mot de Liga avant de passer au mode pressing. Juan José, la Liga reprend ce week-end. Oui, la Liga reprend ce week-end, donc avec 3 matchs. Au match du milieu du championnat, pas des grosses équipes. C'est surtout donc dimanche où on va voir ce que vaut le Barça qui va jouer face à Elche, qui est un promu. Peut-être qu'on va revoir un PSG. C'est pas une grosse équipe face à Elche. Donc ça va être un PSG Lens en quelque sorte à l'espagnol. Mais surtout il y a quand même deux grosses affiches. Le premier, Atlético de Madrid, Séville. Donc 2 clubs de Champions League qui vont commencer la Liga en s'affrontant, et puis le Real Madrid qui va jouer aussi un derby. Cette fois-ci, c'est face à Getafe. Donc tu connais Madrid, c'est juste à côté. C'est la banlieue de Madrid. Et puis un deuxième derby, c'est Valence qui va jouer Levante avec un intérêt très particulier. Valence qui a vendu pas mal de ses joueurs. En difficulté, Valence. Qui est en difficulté. Et où sont allés des joueurs tels que Parejo, par exemple, qui est le capitaine de Valence. J'aime beaucoup. À Villarreal. Donc la ville qui est à
50 km. Donc ça va être encore un derby du côté des championnats. Mais surtout, contre-cœur aussi le départ de Parejo. Tout à fait. Mais surtout, ce qui est important pour ce week-end de Liga espagnole, est-ce qu'on va voir, est-ce que vaut le Barça, est-ce que vaut le Real Madrid? À signaler qu'il y a quand même un Français qui vient de signer pour Alaves, c'est Florian Lejeune, qui était à Newcastle, mais qui était passé d'abord par Gérone, en Espagne, et qui vient donc d'intégrer l'équipe de Alaves. Donc encore un Français, avec Fekir qui va revenir avec l'équipe du Betis de Séville. C'est quoi son poste au nouvel... Il est défenseur central, il est dans l'axe. En tout cas, il apprend Walid avec vous. T'es bien Walid là ce soir. T'es bien entouré. Bien sûr. C'est costaud. C'est costaud, oui. Toi, un mot. La Liga, tu suis un petit peu, j'imagine. Oui, bah forcément, on suit la Liga. Moi, je suis un amoureux. Tu vois pas son blason de voilà. Le pin, c'est du Real Madrid. C'est un pin qui m'a été offert par le président. Ils se le transmettent de président du Real. Voilà, c'était la minute mytho de l'émission. Moi, c'était comme ça. Non. Mais forcément, oui, je suis tombé dans le panneau. Ça fait deux fois. Je suis la Liga forcément parce que l'engouement, la qualité de jeu. Moi, tout me plaît en Espagne. Moi, si ça tenait qu'à moi, je vivrais en Espagne. Rapidement, on termine par le mode pressing. Time Sport, le mode pressing. Serena Williams échoue une nouvelle fois dans la quête de son 24e grand chelem de sa carrière. Ses échecs répétés changent-ils quelque chose à l'image de la joueuse qu'est-elle, Alison? Non, elle a une carrière vraiment formidable, Serena Williams, que ce soit en simple, que ce soit en double, elle a quasi tout raflé. Elle est depuis 3 ans à la recherche de son 24e titre pour égaler le record de Margaret Court en simple. Voilà, Serena Williams, c'est des échecs, des coups de sang. Ces dernières années, elle n'y arrive pas. Personnellement, c'était un peu plus compliqué avec son histoire d'entraîneur il y a quelques années. Maintenant, ça s'est un peu plus solidifié et consolidé, mais ça bloque toujours. C'est plus la Serena Williams d'antan qui écrasait tout, la première femme à servir à plus de 130, je crois, à la machine qui explosait tout sur son passage. Tu parles de Serena Williams qui a tout raté, celle-là qui a donc 23 grands chelems, celle qui a 39 ans et qui est encore capable d'arriver en demi-finale. C'est vrai qu'après s'avoir arrêté pour être maman, elle a repris la compétition, elle n'a pas réussi, mais encore une fois, elle a 39 ans. Oh, mais c'est 39 ans. Juan José Mangel, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ces 3 dernières années, c'était difficile pour elle en grand chelem. Oui, mais il faut expliquer pourquoi. Il a arrêté pour être maman, elle est revenue sur la compète et elle est capable d'arriver encore en demi-finale. C'est vrai qu'elle cherche le 24e, exactement. Ça n'arrive pas, mais chapeau à 39 ans d'arriver à cette demi-finale de l'Open. Est-ce que c'est la plus grande sportive féminine de l'histoire? Alors, je vais me faire taper encore sur les doigts. Pour moi, non. C'est pas. Ton avis, c'est pas. Alors, elle est dans le top 2, je dirais, dans le top 1,5. Parce que je sais pas à quel niveau la placer. Je la placerai peut-être pas en dessous, mais elle est pas seule. En tout cas sur le toit du monde. Pour moi, il y a la jeune gymnaste Simone Biles. Elle est 4 fois championne des États-Unis. Elle est quadruple championne olympique toute seule. Quadruple championne olympique avec la team USA. Elle s'est blessée, elle est revenue, elle gagne une médaille d'or. Enfin, elle est incroyable. Merci. Alison, merci à l'équipe, dédicace, et oui, même des hamsters nous écoutent. Voilà, c'était pour clôturer l'émission. Passez un bon week-end, merci à tout le monde, merci à Toto Bellozzo, merci de nous avoir écoutés. Bon week-end à tous, on se retrouve lundi avec Bilal Nenman pour un nouveau numéro de Time Sport sur Beurre FM. Salut. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.